On va débuter la grande table ronde sur la prise en charge des stéatopathies métaboliques. On a la chance d'avoir 4 intervenants, dont 3 non hépatogastro-entérologues. Je vous propose de faire les 4 présentations et de pouvoir faire l'ensemble des questions à la fin des présentations. Le professeur Jean-Michel Petit ne sera pas en présentiel, donc on aura sa présentation enregistrée. Il sera normalement présent avec nous pour les questions en distanciel. Donc je vous propose de commencer avec Maëva Guillaume sur les recommandations actuelles, la synthèse des recommandations sur la prise en charge des stéatopathies. Maëva qui travaille à Toulouse. Bonjour à tous. Donc j'introduis cet atelier avec une synthèse des recommandations. Donc je me suis concentrée sur les recommandations de l'EASL et de la FEF. Et j'ai volontairement écarté les recommandations de l'ASLD pour simplifier le message. Je dirais simplement un mot sur Baveno. Donc finalement, on va beaucoup parler de tests non invasifs dans la NASH et de tests non invasifs, en particulier de dépistage de fibrose, parce que la fibrose, c'est la seule lésion qui influence le pronostic de ces malades. Vous voyez en haut à gauche les courbes de survie comparées entre des malades qui ont de la fibrose ou qui n'en ont pas, qu'ils aient ou non de la NASH. Et on voit que la présence d'une NASH n'influence pas le pronostic, contrairement à la présence d'une fibrose. La mortalité globale de ces patients est impactée à partir du stade le plus léger de fibrose, et on voit que ça augmente de façon exponentielle avec la sévérité de la fibrose. Et la mortalité hépatique, elle, ne semble impactée qu'à partir des stades de fibrose avancés. Ce sont des patients qui meurent principalement de maladies cardiovasculaires et de cancers, en particulier des cancers extra-hépatiques. Les complications de la cirrhose ne sont que la 3e cause de mortalité. Alors, une diapo sur Baveno, en allant très vite, puisque ça a été détaillé ce matin. Les seuils d'élastométrie à retenir, c'est 10, 15, 20 et 25. Moins de 10, on exclut une fibrose avancée, une hépatopathie chronique avancée compensée. Au-dessus de 15, on peut l'assumer. Au-dessus de 25 kPa, on a une hypertension portale cliniquement significative, en tout cas un risque, et donc on instaure les bêta-bloquants. Mais ceci est vrai chez les NASH non obèses. Ce seuil n'a pas été validé chez les NASH obèses. Et puis, entre 15 et 20 ou entre 20 et 25, là, c'est là qu'on fait intervenir le taux de plaquettes pour savoir si ce sont des patients à risque d'hypertension portale cliniquement significative. Et dans cet algorithme décisionnel, on voit qu'entre 10 et 15 kPa, ça marche plus là, le retour. Entre 10 et 15 kPa, c'est là qu'on utilise éventuellement les tests sanguins. Donc, il y a pléthore de tests non invasifs de fibrose. On voit que leur accessibilité est inversement proportionnelle à leur coût. Donc, on imagine bien utiliser des tests sanguins simples en soins primaires et d'aller vers les tests sanguins plus complexes et bien sûr les techniques d'élastométrie dans les centres tertiaires. Donc, parmi les tests sanguins simples, les deux les plus validés, c'est le NAFLD Fibrosis Score et le FIB4. On voit que ça fait intervenir des données cliniques et biologiques simples, donc accessibles aux médecins traitants, aux diabétologues, etc. Il n'y a pas de dosage sanguin spécifique. Par contre, le NAFLD Fibrosis Score prend en compte l'albumine. Souvent, ce n'est pas quelque chose qui est dosé en routine. Et c'est un test qui est peu fiable, qui ne doit pas être utilisé chez le patient diabétique parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Le FIB4, lui, il est beaucoup plus à la mode en ce moment parce que vraiment, il nous faut que le taux de transaminase, le taux de plaquettes et l'âge du patient. Mais attention, il y a un bémol sur le risque de faux positifs avec l'âge. Il ne doit pas être utilisé après 75 ans. Il y a trop de faux positifs. l'ILIFT, c'était un score simple, clinico-biologique, qui avait été proposé par Angers. Et puis après, les vieux tests APRI et BARD, on verra qu'il ne faut plus les utiliser. À côté des tests sanguins simples, gratuits, que vous pouvez avoir sur vos calculateurs d'iPhone, il y a les tests sanguins complexes qui sont brevetés, qui sont payants, qui utilisent des données biologiques spécifiques, donc des marqueurs directs ou indirects de fibrose, comme l'alpha-2 macroglobuline, l'acide hyaluronique, les procollagènes 3, le TIMP1, etc. Donc, il y a le fibromètre qui a été développé par Angers.
le Health Score qui est développé par Siemens, le Fibrotest par l'équipe de la Pitié et l'EPAScore. Donc ces tests coûtent à peu près 40 ou 50 euros. L'équipe d'Angers, Jérôme Boursier, a démontré que les tests sanguins complexes étaient plus performants que les tests sanguins simples. Vous voyez à gauche, il a comparé des tests sanguins simples avec des tests sanguins complexes. Il les a comparés à l'élastométrie par fibroscan. L'élastométrie fait mieux que n'importe quel test sanguin. Donc l'élastométrie est à droite. Et parmi tous les tests sanguins, c'est le fibromètre V2G qui est le meilleur de ces tests. On voit que c'est celui qui a la zone grise la plus faible. Enfin, c'est celui où on a le moins de patients qui se retrouvent en zone grise. Donc, voilà. Et puis, par contre, cette étude ne prenait pas en compte le ELF. Donc, il y a eu une deuxième étude entre Toulouse et Angers où on a comparé le ELF score et le fibromètre et on a montré que ces deux tests avaient des performances équivalentes et qu'ils étaient plus performants que les deux tests sanguins simples, FIB4 et NAFLD Fibrosis Score. Ensuite, il y a les techniques d'élastométrie. Donc, la plus ancienne, la plus validée, c'est l'élastométrie impulsionnelle, le fibroscan. On connaît parfaitement maintenant les seuils. Mais les techniques maintenant basées sur les ultrasons deviennent de plus en plus à la mode parce que on peut comme ça faire une étude morphologique du foie, une détection de stéatose et en plus évaluer la fibrose. Donc, il y a l'ARFI, qui est la Point Share Wave élastographie. Et puis, le plus à la mode, là, c'est la 2D Share Wave élastographie, donc connue aussi sous le nom de supersonique. Mais il y a aussi Canon qui a fait un appareil 2D Share Wave. Et on voit qu'il y a une cartographie en couleur de la fibrose. Et comme on sait qu'elle a une répartition hétérogène dans le foie, c'est toujours assez intéressant. Donc, en seulement 3 mesures, on a une moyenne d'élastométrie avec les mêmes seuils que pour le fibroscan, rendu en kilopascal. La méthode de référence reste l'élasto-IRM, mais c'est très coûteux, donc c'est réservé à la recherche clinique. Donc les seuils pour exclure la fibrose avancée, c'est moins de 8 kPa. Pour l'affirmer, c'est un peu plus difficile, donc on dit au-dessus de 12-15 kPa. Et enfin, je termine avec un test, une combinaison de 2 tests proposés par Angers. C'est le fibromètre VCTE qui dans un score, combine le résultat de l'élastométrie par fibroscan avec le résultat du test sanguin complexe fibromètre, qui est donc le meilleur test sanguin complexe a priori. Et je dirai les performances de ce fibromètre VCTE après. Alors, un seul test non invasif, quel qu'il soit, sanguin ou élastométrie, suffit à exclure une fibrose avancée. Ils ont tous une valeur prédictive négative très forte, au-dessus de 90%. Donc si ça vous indique une absence de fibrose sévère, on en reste là. Par contre, un seul test non invasif, sanguin ou élastométrie, ne suffit pas à affirmer une fibrose avancée parce que tous ces tests ont une assez mauvaise valeur prédictive positive, autour de 66%. Donc, il faut confirmer la suspicion d'une fibrose avancée par un deuxième test en changeant le test, élastométrie si c'était un test sanguin initialement, et inversement. Ça permet d'augmenter la valeur prédictive positive autour de 80 ou 85%. Cette méta-analyse, qui reprend 64 études, 13 000 patients avec des biopsies, a comparé les performances des tests non invasifs pour pour détecter de la fibrose avancée. Donc il y avait une prévalence de fibrose significative assez importante, 45%, de fibrose avancée 24% et de cirrhose 9%. Il n'y avait pas dans cette méta-analyse les tests sanguins complexes, donc ça se limite à comparer les tests sanguins simples, et on voit que le NAFLD Fibrosis Score et le FIB4 sont les meilleurs tests sanguins simples et qu'on peut oublier l'APRI et le BARD, et qu'ils font quand même moins bien que les techniques d'élastométrie. Et parmi les techniques d'élastométrie, donc le fibroscan fait un tout petit peu moins bien que la Share Wave élastographie, donc le supersonique, et que la Share Wave fait à peine moins bien que l'élasto-IRM, donc c'est peut-être pas la peine d'investir
le supersonique est largement suffisamment performant. Alors, toujours Angers, Jérôme Boursier a pris une cohorte c'est une étude multicentrique, 938 patients, avec une NAFLD prouvée par biopsie. Et ils ont donc testé leur nouveau test fibromètre VCTE, donc qui combine les données de l'élastométrie et du fibromètre, et il montre que c'est plus performant que le FibroScan, qui lui-même est plus performant que le fibromètre, qui est plus performant que les autres tests sanguins complexes, et qui sont plus performants que les tests sanguins simples. Et il propose cet algorithme, qui n'a pas été validé par d'autres équipes externes. Il faudrait on commence par un FIB4 ou on commence par un FibroScan, selon ce dont on dispose localement. Et seulement si on se retrouve en zone grise, on fait le fibromètre VCTE. Et seulement si on se retrouve en zone grise de ce test, on va à la biopsie hépatique. Voilà. Alors voici la diapo peut-être la plus importante, c'est l'algorithme proposé par l'EASL. Donc en 2016, il y a eu des recos EASL sur la prise en charge, le diagnostic de la NAFLD, et en 2021, de nouvelles recommandations sur l'utilisation des tests non invasifs, toute hépatopathie chronique comprise. Donc sur le chapitre stéatopathie métabolique, voici l'algorithme qu'il propose. C'est une maladie qu'il ne faut pas dépister en population générale, mais seulement dans les groupes à risque. Donc les groupes à risque, c'est les patients diabétiques de type 2 ou c'est les personnes qui présentent au moins 2 facteurs de risque métaboliques. Donc chez ces patients, le dépistage passe par un bilan hépatique et un taux de plaquettes pour calculer le score de FIB4. Si le score de FIB4, donc là c'est le seul, le seul seuil à retenir, 1,3. Moins d'1,3 patient à faible risque de fibrose, il reste en soins primaires. On lui propose les règles hygiéno-diététiques et on surveille tous les 3 ans par un FIB4. Attention, il y a encore des patients qui ont de la fibrose avancée et qui ont été mal classés par ce FIB4. Si le FIB4 est au-dessus de 1,3, donc il est soit en zone grise, soit en zone de fibrose avancée, on propose une élastométrie. Et donc là, deuxième seuil à retenir, 8 kPa. Moins de 8 kPa, on le reclasse à faible risque. Au-dessus de 8 kPa, il faut proposer un deuxième test, donc le test sanguin complexe, le ELF, le fibromètre ou le fibrotest. S'ils sont concordants, tous les deux, élastométrie, test sanguin complexe pour une fibrose avancée, on peut affirmer ce diagnostic de façon assez confiante. S'ils sont discordants, à ce moment-là, il faudra discuter d'une biopsie hépatique. Cet algorithme a été validé par une étude à Angers. Et donc, on voit que donc, le FIB4, s'il est à moins de 1,3, il y a quasiment aucun malade, enfin environ 10-15% qui se retrouvent mal classés, F3, F4. Lorsqu'il est supérieur à 1,30 et qu'on fait une élastométrie qui est inférieure à 8 kPa, là aussi, il n'y a plus beaucoup de malades F3, F4. Et puis après, si elle est supérieure à 8 kPa, on fait un fibrotest ou un fibromètre. Et donc, en fonction de leurs résultats, là par exemple, si ça confirme le F3, F4, eh bien, en fait, ça classe relativement bien les patients. Ici à droite, c'est la même chose, mais avec le ELF score. Alors, finalement, quelle est la place de la biopsie hépatique aujourd'hui? Eh bien, 3 indications qui restent dans les recommandations AFEF. Quand on a un doute sur une autre cause de maladie chronique associée et qui pourrait bénéficier d'un traitement, la volonté de participer à un essai thérapeutique, et puis il reste l'indication d'un doute sur une cirrhose. J'ai mis entre parenthèses parce que je ne vois pas trop l'intérêt dans la mesure où ça ne va pas changer la conduite à tenir et la surveillance. Donc je pense que c'est de moins en moins fait dans cette indication. Une diapo sur la lean-NASH, c'est-à-dire les patients qui ont une stéatose alors qu'ils ne sont pas en surpoids. Ils ont un IMC à moins de 25, ça concerne quand même 7 à 20% des patients qu'on voit pour stéatose. Bien rechercher les facteurs de risque métaboliques, bien évaluer la consommation d'alcool. Et puis, vous avez à droite le tableau qui résume les causes secondaires de stéatose, donc notamment médicamenteuses, corticoïdes, tamoxifène,
l'amiodarone, après il y a les causes nutritionnelles, et puis bien penser probablement au niveau génétique, la cause la plus fréquente, c'est lipo-bêta-lipoprotéinémie. Alors on se dit, tiens, il a de la stéatose, on lui fait un bilan lipidique, il a un LDL qui est particulièrement bas, on se dit, mais tiens, et pourtant il a pas du tout de dyslipidémie, il a même un LDL très très bas, autour de 0,60. Et donc là, on va doser l'apolipoprotéine B qui est complètement effondrée. Et donc ça, c'est une cause de stéatose. Et ça se prend en charge, il y a des mesures diététiques spécifiques. Donc pour ces patients-là, on va penser à leur dire d'exclure le fructose, les boissons riches en fructose, les boissons édulcorées. Et on peut conseiller aussi une perte de poids, mais plus modeste, autour de 3 à 5%. Et puis, on garde dans les recos la possibilité de proposer de la vitamine E s'ils sont ni diabétiques ni cirrhotiques. Le diabète, les seuils donc à retenir, c'est moins de 1,10 g pour une glycémie normale et plus de 1,26 g pour le diagnostic de diabète de type 2, qui requiert un dosage de l'hémoglobine glyquée et un avis diabétologique. Entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie modérée ou le prédiabète, renforcement des règles hygiéno-diététiques et surveillance de la glycémie au moins une fois par an. Alors, quand et comment évaluer le risque cardiovasculaire sans déflorer la présentation suivante? Je vous donne les recommandations de l'AFEF. On dit qu'il faut, donc c'est des malades qui meurent en premier de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les envoie tous chez le cardiologue? C'est pas imaginable. Donc, on est censé faire un peu le tri, mais on ne sait pas trop comment, avec quels outils. Alors, on dit qu'il faut utiliser les équations de risque score. Donc, vous les avez là. Il y a même un calculateur en ligne qui s'appelle CardioRisque. Et d'adresser au cardiologue si les patients sont à risque élevé, voire très élevé, cardiovasculaire. Et là, c'est simplement un avis d'expert, mais ce n'est pas dans les recos, qu'on pourrait peut-être utiliser le score calcique coronaire et prescrire un échodoppler artériel des troncs supraortiques et des membres inférieurs. Mais en réalité, on ne sait pas quels sont les patients qui pourraient vraiment bénéficier de ce dépistage-là et s'il y a donc des sous-groupes qui mériteraient d'être ciblés. NAFLD et statine. Alors, chez ces patients, dans la dyslipidémie, c'est le LDL qu'il faut traiter. Il ne faut pas tellement se concentrer sur les triglycérides. Et donc, c'est un traitement par statine qu'il faut prescrire en première intention. Et bien marqué dans les courriers, si vous n'instaurez pas les statines, que vous laissez faire au médecin traitant ou au cardiologue, que la cytolyse modérée n'est pas du tout une contre-indication à l'utilisation des statines chez ces patients. Dans leur Baveno, ils disent même que les statines diminuent la pression portale, améliorent la survie globale du cirrhotique. Il faut simplement, chez les patients Child B, réduire les doses à 20 mg maximum et d'être prudent avec les Child C. Et ça diminue également le risque de carcinome hépatocellulaire. Concernant les cancers, cancer du foie ou cancer extra-hépatique, on garde la recommandation de dépistage uniquement chez les patients au stade de cirrhose, donc avec l'échographie tous les 6 mois. Comme c'est des patients obèses, des fois c'est difficile, donc pas hésiter à aller sur une imagerie en coupe quand on a un doute ou quand ils ne sont pas explorables. Au stade de NAFLD sans cirrhose, il n'est pas encore recommandé de dépister le CHC, même si vous voyez que c'est quand même la cause d'hépatopathie chronique où il y a le plus fort taux de CHC sans cirrhose. Néanmoins, ce risque relatif est assez faible. Vous voyez que l'incidence du CHC dans la population générale est de 0,02 pour 1000 personnes années, 0,21 dans la NAFLD, quel que soit le stade, et il est à 10 en cas de cirrhose. Donc, c'est pour l'instant pas co-efficace. La NAFLD, même si ça augmente en soi le risque de cancer extra-hépatique, ne doit pas faire modifier les recommandations de dépistage des cancers extra-hépatiques, mais bien penser à faire le dépistage du cancer du sein et du cancer du côlon dans cette population. Je termine avec cette diapo sur la prise en charge. Un patient qui est à faible risque de fibrose doit rester en suivi de médecine générale avec une prise en charge par règle hygiéno-diététique, perte pondérale avec l'objectif de 7 à 10% de perte pondérale et la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire, un traitement standard du diabète de type 2.
Par contre, dès lors qu'ils sont à risque indéterminé ou à haut risque de fibrose, il faut qu'ils soient pris en charge dans une équipe pluridisciplinaire avec un hépatologue. Le traitement du diabète de type 2 doit privilégier l'utilisation des agonistes du GLP-1, compte tenu de leur effet spécifique, de leur effet bénéfique sur la NASH et sur la fibrose. Il y a encore dans les recommandations la possibilité d'utiliser la vitamine E à la dose de 800 UI par jour chez des patients non diabétiques et non cirrhotiques, mais c'est un traitement qui peut augmenter le risque de cancer de la prostate et d'accidents hémorragiques. Donc c'est surtout privilégier l'accès au protocole thérapeutique de phase 2 et de phase 3. Je vous remercie. Merci Maëva. Il y aura sûrement de nombreuses questions. On va les garder pour la fin de l'ensemble des présentations. On va maintenant accueillir Loïc Pan, qui est cardiologue à la clinique Pasteur à Toulouse et qui va nous proposer de nous éclaircir sur les explorations cardiologiques à proposer à nos patients dont on sait qu'ils sont à haut risque. Merci Loïc. Bonjour à tous. Donc on va essayer de parler de risques cardiovasculaires chez les patients qui ont une NASH et d'une manière plus générale. Donc pour commencer, quelques rappels physiopathologiques sur la maladie coronaire. Ça, c'est une plaque de cholestérol qui est faite d'un corps lipidique, de cellules inflammatoires, etc., et de calcification qui généralement commence à se déposer ici. Et le tout est emballé dans une chape fibreuse qui est ici, qui fait à peu près 50 microns de large. Et donc, c'est ces plaques qui se compliquent sous deux formes. Première possibilité, rupture complète de la plaque avec un thrombus occlusif, et ça fait un ST+, donc l'infarctus classique. Deuxième possibilité, une érosion de plaque avec un thrombus non occlusif, et le thrombus embolise en distalité de l'artère, et ça fait un non-ST. Ça, c'est pour les formes de complications aiguës. Deuxième grande possibilité évolutive, c'est la stabilisation de la plaque, qui passe par sa calcification, qu'on peut quantifier par le score calcique coronaire dont Maëva a parlé. Et donc, il y a ces deux modalités évolutives sur lesquelles on peut influer. Si on ne contrôle pas les facteurs de risque cardiovasculaire et qu'on ne traite pas les patients, c'est là où on se retrouve avec les complications sur des plaques qui sont très inflammatoires. Si on contrôle les facteurs de risque cardiovasculaire et qu'on fait baisser notamment le cholestérol, on arrive à stabiliser les plaques qui se calcifient. Mais la calcification est en fait le témoin d'une plaque qui a évolué et qui s'est stabilisée. Donc en ce qui concerne les NASH, le lien entre les NASH et les maladies coronaires, les données épidémiologiques, elles sont assez discordantes. Ça, c'est une grosse méta-analyse qui avait été effectuée sur 34 000 patients en prévention primaire, qui montrait qu'il y avait un petit sur-risque d'événements aigus. Mais c'est une étude qui est contredite par cette grosse cohorte, et dans les recommandations européennes de cardio, c'est celle-là qui est citée, qui montre qu'en fait, il n'y a pas de lien entre les hépatopathies métaboliques et le risque d'événements aigus. Pas de lien aigu. Par contre, il y a un lien entre les hépatopathies et la présence d'un athérome coronaire. Donc toujours la même chose, on quantifie beaucoup l'athérome coronaire avec un score calcique. Et donc ça, c'était une étude de prévention primaire qui montrait qu'il y avait un lien entre l'intensité de la calcification, donc le niveau de score calcique, et la présence d'une hépatopathie métabolique. La question qu'on peut se poser, c'est via quel médiateur, parce qu'à chaque fois, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais c'était des liens qui étaient indépendants des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc les médiateurs, c'est en premier lieu des médiateurs classiques favorisés par les hépatopathies, donc qui majorent l'inflammation, ça majore l'athérome, qui perturbe le bilan lipidique et qui génère du diabète. Donc ça, c'est les trucs classiques. Mais il y a également des liens possiblement plus directs. Ça marche pas. Des liens plus directs. Il y a notamment des études qui ont montré une association entre le score calcique coronaire et le niveau de gamma-GT libre. Donc c'était une association qui était indépendante des facteurs de risque cardiovasculaire classiques et avec un lien physiopathologique qui avait été montré il y a quelques temps, là, où la gamma-GT, via une cascade que moi je ne comprends pas, mais en tout cas une cascade inflammatoire, va générer des LDL oxydés. Et donc ça peut participer directement à la constitution d'un athérome. Pardon ? Non, pardon.
Autre lien possible, ça c'est quelque chose qu'on avait montré il y a quelques années là. On avait pris des patients en prévention primaire, il y avait un lien entre la calcification coronaire, donc toujours pareil, le score calcique, et l'activité de la phosphatase alcaline. Alors pour le coup, c'était la phosphatase alcaline non spécifique, avec une physiopathologie qui est assez intéressante, puisqu'en fait la phosphatase alcaline, donc ça c'est une étude qui avait été publiée dans New England sur une pathologie qui est rare, hein, qui est le syndrome de calcification artérielle généralisée infantile. En fait, c'est des gosses qui meurent avant 10 ans de complications cardiovasculaires, de calcification vasculaire extensive. Et ils ont une mutation qui aboutit à une moindre inhibition de leur phosphatase alcaline. Et la phosphatase alcaline hydrolyse le pyrophosphate, en fait. Et le pyrophosphate, c'est un des inhibiteurs les plus puissants de calcification vasculaire. Et donc, c'est pour ça qu'ils calcifient leurs artères. On peut extrapoler ce mécanisme-là à la pathologie générale. C'est pour ça qu'il y avait ce lien entre la phosphatase alcaline et les calcifications coronaires. Est-ce qu'il y a un lien avec les hépatopathies? Ça, c'est à démontrer. Donc, en résumé, les stéatopathies non alcooliques partagent le même terrain que les pathologies coronaires. Il y a un surrisque d'athérome coronaire qui est assez clair. C'est moins clair sur les événements coronariens aigus. Et ça fait rentrer en jeu les mécanismes d'athérome classiques, mais également possiblement des mécanismes plus directs via les enzymes hépatiques. Donc, quels examens de dépistage on peut proposer? Donc, comme l'a dit Maëva, il faut faire une stratification clinique du risque. Ce n'est pas toujours facile en consultation. Nous, on va rapidement sur des examens d'imagerie. Donc, il y a deux grands types d'examens qu'on peut faire de dépistage. Soit il y a l'imagerie fonctionnelle, soit l'imagerie anatomique. Donc, l'imagerie fonctionnelle, c'est le principe du test d'effort. L'idée, c'est qu'on va déclencher de l'ischémie myocardique par un effort ou un stress médicamenteux et on va détecter l'ischémie d'une manière ou d'une autre. Et cette ischémie est déclenchée uniquement, et c'est ça qui est important, par des lésions coronaires serrées de plus de 70%. Il y a plusieurs façons de détecter l'ischémie et en fait, ce qui change entre tous les tests d'ischémie, c'est les valeurs de sensibilité et de spécificité. On voit que le test d'effort, un classique, l'électrocardiogramme, a une sensibilité qui est... en gros, on jette une pièce en l'air, quoi. Nous, on aime bien l'écho d'effort. C'est un examen qui est peu irradiant, qui a une sensibilité, une spécificité qui sont tout à fait acceptables. Scintigraphie, on en fait énormément, mais c'est irradiant. Et la vraie question, et là, on va rentrer un peu dans une introspection cardiologique, quoi. La vraie question, c'est à quoi ça sert de faire ces trucs. Ça, c'est une étude qui est très intéressante, qui avait été effectuée chez des diabétiques en prévention primaire, et donc ils avaient été screenés via des scintigraphies. Donc c'est des patients par définition qui sont à haut risque d'événements cardiovasculaires. Et donc il y avait un groupe, donc scinti, contrôle des facteurs de risque, donc 6 scinti anormales, coro, machin bidule, et un groupe où on fait rien, on les surveille. On voit que les deux courbes sont parfaitement superposables en termes d'événements cardiovasculaires aigus. Et si on va un peu plus loin, une fois qu'on a documenté de l'ischémie, on va faire des coros, on met des stents. Ça, c'est une vieille étude qui s'appelait Courage, qui avait été faite en 2007 et qui comparait chez des patients qui avaient une ischémie myocardique le traitement médical versus la revascularisation en angioplastie. On voit que ça se touche quand même bien, et donc c'est une étude qui était négative. Étude qui a été refaite dans les grandes lignes plus récemment. Donc pareil, c'était à New England. Donc là, c'était plutôt du screening en scanner. Ils avaient quand même exclu les lésions serrées du tronc commun parce que ça fait vraiment peur. Mais à la fin, traitement médical versus angioplastie. Chez des patients qui ont une ischémie documentée, les courbes sont les mêmes. Donc la valeur pronostique de l'ischémie est quand même très discutable. C'est pour ça qu'on se tourne de plus en plus vers des examens d'imagerie anatomique, typiquement le coroscanner. Donc le coroscanner, il progresse énormément là, sur la visualisation des coronaires avec une limite qui est majeure, et c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, c'est la calcification. En fait, quand il y a des calcifications coronaires, ils ont du mal à voir l'intérieur de l'artère et à grader le degré de sténose. Autre modalité d'imagerie de dépistage qu'on privilégie actuellement, c'est le score calcique coronaire. Donc c'est un vieux truc, hein. Ça avait été décrit par Arthur Gadsden dans les années 90. Et donc c'est un algorithme très simple, c'est un scanner sans injection. Et en mesurant, en fait c'est l'ordinateur qui fait tout, hein, et qui donne un score en quantifiant le taux de calcification coronaire.
Et avec cette méthode, il y a des énormes cohortes qui ont été faites. Là, il y en a des centaines de papiers comme ça. Là, c'est une cohorte de 45 000 patients. Et c'est toujours les mêmes seuils de valeurs qui sortent. Des scores nuls, avec un pronostic qui est très bon. Des scores inférieurs à 100, avec un pronostic qui commence un peu à se dégrader. Ensuite, au-dessus de 100 et au-dessus de 400. En sachant que les patients qui ont un score calcique au-dessus de 400 ont un risque d'événement qui est significativement élevé. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit, l'imagerie fonctionnelle ou le scan. Il n'y a pas énormément de données. Ça, c'est la principale étude publiée qui est très intéressante. Il faut bien noter que c'est une étude qui avait été effectuée chez des patients symptomatiques, donc qui a vu soit une dyspnée, soit une douleur thoracique, et ils avaient comparé le dépistage classique via un test d'ischémie versus le coroscanner. Et en fait, assez clairement, il y a une diminution dans le bras scanner des événements coronaires aigus. C'est essentiellement lié au fait que le scanner a l'avantage énorme de documenter des lésions coronaires qui ne sont pas serrées, donc non ischémiantes. Et quand il y a ces lésions-là en scanner, on les traite en fait. Donc on met aspirine, statine, etc. Et donc ce qui permet de réduire le risque d'événement. Donc l'attitude actuelle, c'est plutôt de privilégier l'examen anatomique, plutôt le score calcique, parce que c'est vrai que le coroscan est plus puissant, mais on ne peut pas faire de coroscan à tout le monde, c'est absolument impossible. Quand on documente un athérome en scanner, que ce soit en score calcique ou en coroscan, on traite les patients, ce qui permet potentiellement d'améliorer le pronostic. On retrouve ça dans les recommandations. Ils ont eu à peu près ce raisonnement, et du coup, il n'y a aucun examen d'imagerie autre que le score calcique qui soit recommandé. D'accord ? On voit que le score calcique coronaire, il a tout de même un niveau de preuve qui est faible, avec un niveau de recommandation assez faible. Donc la prise en charge en termes thérapeutiques, bon là pareil, hein, on est un peu démunis en prévention primaire. Le truc le plus puissant, c'est le sport. Donc toutes les études sont assez concordantes, ça c'est une méta-analyse sur 800 000 patients. Il y a moins de 35% de mortalité chez les patients qui font du sport. Il n'y a aucun autre médicament qui fait mieux. De la même manière, là on est sur des niveaux de preuve plus faibles. Le régime méditerranéen, moins 30% de risque relatif d'événements aigus. Les courbes se séparent quand même bien. Et là, on rendait des choses plus compliquées. Les statines, est-ce qu'il faut traiter ou pas en prévention primaire? La réponse est plutôt oui. Ça, c'est une grosse méta-analyse récemment publiée. Il y avait 400 000 patients. Le bénéfice, il est là. Moi, je trouve qu'il faut une loupe quand même pour voir le bénéfice. Mais il y a quand même un bénéfice à traiter par statine. Et l'autre question, c'est l'aspirine. Donc on mettait beaucoup d'aspirine en prévention primaire il y a quelques années. Il y a 2 études qui ont été publiées. Celle-ci, c'est chez des patients non diabétiques. Il y a la même chez les diabétiques. Les 2 sont similaires, à savoir absolument aucune réduction de risque en termes d'événements et par contre une claire majoration du risque de saignement digestif. Donc l'aspirine en prévention primaire, c'est terminé. Donc ça, c'est les recommandations du coup qui découlent de ces études. On voit qu'avec un fort niveau de preuve, il y a l'alimentation, d'accord ? Fort niveau de preuve, l'activité physique. Pour ce qui est du traitement pour le cholestérol, on est sur un niveau de preuve bien moins élevé, avec un niveau de recommandation plus faible, en sachant qu'on a quand même tendance à les traiter. Quand on fait des scores calciques, chose qu'on fait maintenant à quasiment tous les patients à risque cardiovasculaire, en tout cas moi personnellement je le fais à quasiment à tous les patients qui ont un risque cardiovasculaire élevé, on met systématiquement des statines chez les patients qui ont un score calcique à plus de 100, avec une cible qui ici est très agressive, moins de 0,7 g par litre. Nous, on se contente de faire moins d'1 gramme, c'est déjà pas mal. Donc en conclusion, il y a une association entre les stéatopathies métaboliques et l'athérome coronaire, plus ou moins sur les événements coronaires aigus. La physiopathologie, on l'a vu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un possible lien direct via les enzymes hépatiques. La stratification du risque cardiovasculaire, elle repose sur la quantification des facteurs de risque, mais très rapidement, dès qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, on utilise le score calcique pour quantifier la charge athéromateuse coronaire. La prévention primaire, elle repose en premier lieu sur les règles hygiéno-diététiques. Les examens d'imagerie viennent en second plan, et de même les traitements en second plan.
Et une petite diapo là pour vous montrer l'évolution de la cardiologie en prévention. Dans les années 80, on se concentrait énormément sur la plaque, sur l'angioplastie coronaire de plaque, etc. Et plus ça y va, plus on prend le patient dans sa globalité, on stratifie le risque, on évalue le risque global et on essaye de baisser le risque cardiovasculaire parce que c'est ce qui a le meilleur niveau de preuve. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Loïc, il y aura beaucoup de questions je pense aussi sur le plan cardio après. On va passer à diabète et cirrhose. Je pense que la présentation sera... on a le professeur Jean-Michel Petit qui est diabétologue au CHU de Dijon. Alors je ne sais pas si la présentation est enregistrée ou si elle est faite en distanciel. Alors la différence sur les chiffres sont probablement en partie, en tout cas liée aux techniques utilisées pour faire le diagnostic de diabète. La glycémie à jeun est beaucoup moins performante, on le verra tout à l'heure, que l'OGTT, c'est-à-dire la charge en glucose. Et on peut estimer en moyenne qu'au moins un bon tiers de vos patients cirrhotiques présentent un diabète. Alors on peut aussi se poser la question de savoir quelle est la prévalence de la cirrhose dans les populations de patients diabétiques de type 2. Et là, on a beaucoup moins d'études. On a quand même quelques résultats, comme cette étude qui a été réalisée à Bondy, où ils ont évalué par fibroscan des patients diabétiques de type 2 qui consultaient en centre de santé de la sécurité sociale. Et vous voyez que 2,1% de ces patients avaient une élastrométrie supérieure à 13 kPa, c'est-à-dire évocatrice d'une cirrhose. Alors, le phénotype de ces patients diabétiques et cirrhotiques est un peu différent. Il y a deux situations cliniques possibles. On a les diabètes de type 2 avec cirrhose et le diabète hépatogénique. Et je vous ai résumé deux petits cas cliniques pour vous présenter ce type de patients. Donc, dans le cas du diabète de type 2 avec cirrhose, on a plutôt des patients qui ont une obésité, comme là, un BMI à 36, des antécédents familiaux de diabète de type 2, un diabète de type 2 qui est d'abord connu vers l'âge de 50 ans, et puis la cirrhose, elle, va être diagnostiquée après, souvent une dizaine d'années après le diagnostic de diabète, et ce sont des gens qui ont des facteurs de risque vasculaire avec de l'hypertension, des dyslipidémies, et puis qui ont souvent un diabète difficile à équilibrer sous multithérapie. A l'inverse, le diabète hépatogénique, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement des antécédents familiaux de diabète, qui ne sont pas nécessairement obèses, ils peuvent même être dénutris. Et le diagnostic du diabète est fait souvent de façon concomitante au diagnostic de la cirrhose ou même après le diagnostic de la cirrhose. Et ils n'ont pas de facteur de risque vasculaire et l'hémoglobine glycée est souvent pas très élevée. Alors, est-ce qu'il est pertinent de rechercher le diabète chez les patients cirrhotiques? La réponse pour moi est oui, parce que le diabète influence de façon très nette le pronostic de la cirrhose. Et vous avez sur cette diapositive un certain nombre d'études qui ont évalué la survie de patients cirrhotiques en fonction de la présence ou non d'un diabète sucré. Et vous voyez très clairement que toutes les études montrent de façon significative une réduction de la survie en cas de diabète chez les patients cirrhotiques. Pour vous illustrer cela, j'ai cette étude récente qui a évalué 300 patients avec une cirrhose NASH, Child A, qui ont été suivis pendant 5 ans. 2 tiers étaient diabétiques, 1 tiers n'avait pas de diabète, et vous voyez clairement que la survie est nettement altérée chez les patients diabétiques que chez les patients non diabétiques. Et quand vous regardez les premiers événements de décompensation hépatique, ils sont beaucoup plus fréquents dans le groupe diabétique que dans le groupe non diabétique. De la même façon, vous avez une augmentation du risque de cancer du foie qui est beaucoup plus importante chez les cirrhotiques diabétiques que chez les cirrhotiques non diabétiques, avec à 10 ans 25% de CHC chez les diabétiques de type 2 versus 7% chez les non diabétiques. Alors on pourrait se dire la survie chez les diabétiques cirrhotiques est altérée parce qu'ils cumulent les complications de la cirrhose et les complications notamment cardiovasculaires du diabète. Eh bien, a priori, ça n'est pas ça le problème, puisque vous voyez dans cette étude, toujours pareil, qui compare des cirrhotiques avec ou sans diabète, on retrouve une diminution de la survie dans le groupe cirrhose plus diabète par rapport à cirrhose sans diabète. Et quand on regarde les causes de décès, on voit que les diabétiques en bleu foncé ont une très nette augmentation des décès par cause hépatique par rapport aux cirrhotiques non diabétiques.
Et par contre, quand on s'intéresse au décès par cause cardiovasculaire, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Donc clairement, l'influence défavorable du diabète est liée essentiellement aux complications hépatiques et très peu aux complications du diabète chez les patients cirrhotiques. Et on a observé une vraie diminution de la survie, une augmentation des décompensations hépatiques et une augmentation du risque de carcinome hépatocellulaire. Alors cette cirrhose va influencer la prise en charge du diabète aussi bien au niveau du diagnostic et de la surveillance de l'équilibre glycémique que du risque d'hypoglycémie, de l'état nutritionnel, et puis ça va bien sûr avoir une influence sur les thérapeutiques qu'on peut utiliser pour traiter le diabète. Alors premièrement sur le diagnostic. Vous savez qu'on fait le diagnostic de diabète à partir de la glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g et éventuellement de l'hémoglobine glyquée supérieure à 6,5. Eh bien, quand vous prenez des sujets cirrhotiques à glycémie à jeun normale, comme dans l'étude à gauche, c'est-à-dire avec des glycémies inférieures à 1,10 g, et que vous leur faites une charge en glucose, eh bien 23% d'entre eux seront diabétiques lors de la réalisation de la charge en glucose. Concernant l'hémoglobine glyquée, on pourrait se dire, puisque la glycémie à jeun est moins fiable, on va pouvoir utiliser l'hémoglobine glyquée. Eh bien, dans cette deuxième étude, toujours chez des patients cirrhotiques avec des glycémies à jeun normales, eh bien, quand on mesure l'hémoglobine glyquée chez ces patients, eh bien, la moitié d'entre eux ont une hémoglobine glyquée en dessous de la norme inférieure du laboratoire. Donc là, l'hémoglobine glyquée est faussement abaissée chez les patients cirrhotiques. Et quand on utilise la fructosamine, qui est une autre façon d'évaluer l'équilibre glycémique à partir de la glycation non enzymatique des protéines plasmatiques et notamment de l'albumine, eh bien un tiers d'entre eux, alors qu'ils ne sont pas diabétiques, ont une augmentation de la fructosamine. Et quand on regarde la corrélation hémoglobine glyquée et glycémie moyenne mesurée par exemple pendant 3 jours grâce à des capteurs qui enregistrent en continu la glycémie, eh bien on voit que chez les patients qui ont une hépatite chronique mais qui n'ont pas de cirrhose, la corrélation est très bonne, mais par contre qu'elle est nettement diminuée dans le groupe de patients cirrhotiques. Et les mécanismes en cause pour cette perte de sensibilité d'hémoglobine glyquée est probablement expliqué par la modification de la durée de vie des globules rouges liée à l'anémie, l'hypertension portale, etc. Donc si vous avez une réduction de la durée de vie du globule rouge, vous avez une diminution du temps de glycation de l'hémoglobine, et donc l'hémoglobine glyquée est faussement abaissée. Et pour la fructosamine, c'est simplement lié à l'augmentation du temps de résidence de l'albumine qui compense le taux d'albumine abaissé. Donc là, le groupe mixte de la Société francophone du diabète et de l'AFEF a proposé des critères diagnostiques du diabète chez les patients cirrhotiques. Elle recommande chez les patients avec cirrhose et fonction hépatique préservée de garder la même stratégie habituelle de diagnostic du diabète, qui repose sur la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Par contre, quand les patients ont une cirrhose et une fonction hépatique altérée, on ne recommande pas l'utilisation de l'hémoglobine glyquée qui est souvent abaissée, donc c'est un risque de faux négatif. Et donc, on sait qu'on peut utiliser de la glycémie à jeun, mais on a vu qu'elle est souvent prise en défaut. Et donc, on complète le diagnostic du diabète par la réalisation d'une charge en glucose à 75 grammes avec mesure de la glycémie à 2 heures. Et puis pour l'évaluation de l'équilibre glycémique, c'est la même chose que pour la diagnostic, c'est-à-dire que l'hémoglobine glyquée, vous ne pouvez l'utiliser de façon fiable que chez les patients qui ont une cirrhose et une fonction hépatique préservée. Et dans les autres situations, vous devez utiliser d'autres outils comme les glycémies capillaires. Et puis vous pouvez vous rapprocher de vos collègues diabétologues pour utiliser éventuellement la mesure continue du glucose interstitiel. C'est très simple, on met un petit capteur 15 jours, ça met 2 minutes pour le poser. Et le patient peut le renvoyer par la poste, il enlève comme un pansement. Et on va avoir l'analyse des glycémies pendant une période de 15 jours. Et on va pouvoir dépister les hyperglycémies, mais également les hypoglycémies, notamment nocturnes, qui sont très fréquentes. On les retrouve, ces hypoglycémies nocturnes, chez 20% des patients cirrhotiques avec hémoglobine glyquée supérieure à 7 et chez un tiers des patients non anémiques qui ont une hémoglobine inférieure à 7%. Et ces hypoglycémies nocturnes sont associées souvent à une augmentation du risque d'hospitalisation. Elles vont favoriser la dénutrition et la sarcopénie de ces patients par stimulation de la néoglucogénèse. Vous voyez par exemple dans ce travail, quand on mesure le glycogène hépatique de patients cirrhotiques par rapport à des patients
sains, contrôle, ils ont une très nette diminution du glycogène hépatique et ça va entraîner une diminution de la production de glucose par le glycogène hépatique qui est nettement abaissé chez les patients cirrhotiques en hurée. Et en contrepartie, ils vont beaucoup plus utiliser les protéines, et notamment les protéines musculaires, pour faire du sucre. Et donc ça va favoriser la dénutrition et la sarcopénie. Et donc, vous avez tout intérêt à leur proposer une collation nocturne pour limiter ce risque-là et surtout éviter, dans cette population à tendance à la dénutrition, des régimes diabétiques qui sont tout à fait inadaptés. Donc la FEF recommande sur les objectifs glycémiques les choses suivantes. Chez les patients cirrhotiques avec fonction hépatique préservée, on a les mêmes objectifs glycémiques que chez les patients non cirrhotiques. Par contre, chez les patients avec cirrhose et fonction hépatique altérée, on sait que le pronostic est au foie et pas au diabète. Et donc chez ces patients-là, on va essayer de maintenir un équilibre glycémique entre 1 g et 2 g en ayant le souci, notamment quand ils sont traités par insuline, d'essayer plutôt de viser entre 1,5 g et 2 g. Alors il y a des spécificités sur le plan thérapeutique pour les patients porteurs de cirrhose. Alors sur la metformine, quand vous regardez cette étude, 250 patients avec cirrhose et diabète, 172 sous metformine, 78 qui ont arrêté la metformine, et bien ce qui ressort, c'est que ceux qui continuent la metformine ont une meilleure survie que ceux qui arrêtent la metformine. Alors on pourrait se dire, oui, mais ils ont arrêté la metformine parce qu'ils étaient plus graves. Eh bien pas du tout. Quand vous regardez le sous-groupe Child A, ceux qui continuent la metformine ont réellement une meilleure survie que ceux qui ont arrêté la metformine, et c'est tout à fait significatif. Et ça reste vrai aussi bien dans les cirrhoses NASH que dans les cirrhoses non NASH. Donc on recommande d'utiliser la metformine avec prudence jusqu'à une dose maximale de 1,5 g chez les patients qui ont une fonction hépatique avec une altération légère de la fonction hépatique. Et c'est intéressant parce que la metformine pourrait réduire le risque de survenue de carcinome hépatocellulaire. Donc la metformine doit être utilisée uniquement dans cette situation-là. Par contre, elle doit être stoppée quand les patients ont des dysfonctions hépatiques modérées à sévères. Et bien évidemment, il faut prendre en compte notamment les risques des autres comorbidités comme l'atteinte rénale qui sont une contre-indication à l'utilisation de la metformine. Concernant les analogues du GLP-1, les études pharmacocinétiques sont plutôt rassurantes. Vous voyez que la concentration de liraglutide est plus élevée chez les sujets sains que chez les sujets avec atteinte hépatique sévère. Par contre, c'est des produits qui entraînent une perte de poids de 1 à 6,5% dans la population générale. Ça réduit la prise alimentaire liée à une action sur les centres de la satiété au niveau cérébral et sur un ralentissement de la vidange gastrique. Donc on sait qu'on peut utiliser l'iraglutide, du laglutide ou sémaglutide chez les patients cirrhotiques à fonction hépatique préservée ou insuffisance hépatique légère, où ils ne sont pas recommandés chez les patients qui ont une insuffisance hépatique sévère, d'autant plus qu'ils ont une situation de dénutrition avérée. Et dans tous les cas, quand vous utilisez ces produits, il est important d'évaluer l'état nutritionnel avant et quelques semaines après l'installation d'un agoniste GLP-1. Les sulfamides, on les utilise de moins en moins en diabétologie parce qu'ils n'apportent pas de bénéfices sur le plan cardiovasculaire ou rénal. Ils provoquent des hypoglycémies. Et puis, vous voyez, un certain nombre d'études montrent plutôt une tendance à l'augmentation du risque de CHC chez les patients traités par sulfamide. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'utilise pas l'effet bénéfique de la metformine ou est-ce que c'est l'effet délétère des sulfamides? On ne sait pas. Mais en pratique, ce n'est pas le produit qu'on va utiliser en prédilection. Si vous utilisez des sulfamides, il faut donc vous méfier de ce risque plus élevé d'hypoglycémie. Utilisez plutôt des doses faibles de sulfamides et uniquement chez les patients qui sont Child A et pas les utiliser quand ils sont Child B ou C. Cette diapositive vous résume les possibilités d'utilisation des différents antidiabétiques en gros en fonction de l'atteinte hépatique et effectivement seule l'insuline peut être utilisée à tous les stades. Donc en pratique, j'espère vous avoir convaincu que cette association diabète-cirrhose est très fréquente, que ce diabète, il faut le rechercher parce qu'il influence défavorablement le pronostic de la cirrhose, qu'il faut savoir qu'il y a des difficultés sur le diagnostic, notamment quand la fonction hépatique est altérée, et donc se méfier de l'hémoglobine glyquée pour le diagnostic ou pour l'évaluation de l'équilibre glycémique dans ces situations-là. Et il peut y avoir un intérêt de la charge en glucose chez les patients en fonction hépatique altérée pour faire le diagnostic de diabète. Et puis je vous
incite à vous rapprocher de vos collègues diabétologues pour pouvoir utiliser la mesure continue du glucose, qui peut être très intéressante, notamment par rapport au risque d'hypoglycémie, dont on sait qu'elles peuvent favoriser la dénutrition. Et puis, sur le plan thérapeutique, eh bien, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de limitations d'usage ou de contre-indications qui doivent être adaptées selon le niveau de sévérité de l'insuffisance hépatocellulaire. Je vous remercie. Donc, merci pour cette présentation. On passera aux questions après. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Cyrielle Cossy, qui est professeur d'endocrinologie sur Lyon, qui a mis en place une collaboration avec les hépatologues et qui est extrêmement compétente. Donc, il va nous parler d'activité physique adaptée et sur la prise en charge nutritionnelle. Donc, comment faire maigrir nos patients, comment les faire bouger, tout un programme. Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, on va parler, pour finir, de la prise en charge nutritionnelle. La prise en charge nutritionnelle, elle va de facto, pour tout nutritionniste, impliquer à la fois la diététique et l'activité physique adaptée. Et on va voir leur lien avec les stéatopathies. Donc, j'ai quelques liens d'intérêt. Donc, vous le savez, Maëva nous l'a redit, la prise en charge nutritionnelle, finalement, c'est la pierre angulaire de la prise en charge des stéatopathies et notamment des NAFLD, avec comme recommandation et comme guidelines pour les patients en surpoids ou avec obésité, une perte de poids recommandée entre 7 à 10% pour espérer atteindre une amélioration de la stéatose et du bilan hépatique. Et lorsque l'on atteint une perte de poids supérieure ou égale à 10%, on va pouvoir espérer améliorer les lésions de NASH et de fibrose hépatique. Pour les sujets avec un poids normal, une perte de poids un peu plus faible, entre 3 à 5%, peut suffire pour améliorer le statut hépatique et la stéatose hépatique. Alors, comment faire ? Le principe de base pour arriver à perdre du poids, c'est forcément d'inverser sa balance énergétique, c'est-à-dire diminuer les apports caloriques et majorer la dépense énergétique. Et vous voyez que le facteur le plus facile à modifier lorsque l'on parle de dépense énergétique, c'est de modifier son activité physique. Alors, je voudrais juste profiter aujourd'hui de faire un point avec vous sur ces prises en charge nutritionnelles, parce qu'il y a une notion absolument clé à avoir. C'est que malgré, et de manière un peu contre-intuitive, finalement, lorsque l'on va passer en dessous d'un poids d'équilibre, eh bien finalement, ça peut créer plus de problèmes que ça va n'en résoudre chez votre patient. Notamment si l'on est face à une prise en charge diététique trop restrictive. Pourquoi ? Parce que le corps est fait pour maintenir un point stable. Ça, c'est notre régulation physiologique. Notre corps tolère très bien la prise de poids. On a une capacité à étendre notre tissu adipeux qui est assez importante. Et par contre, le corps se met en alerte en cas de perte de poids et même si l'on est en situation de surpoids ou d'obésité. Et ça va induire une diminution de la dépense énergétique de base comme réflexe, comme si le corps se mettait en hibernation. Les signaux de faim vont augmenter, les signes de satiété seront moins bien perçus et vont diminuer, et l'alimentation va devenir paradoxalement plus efficace pour apporter de l'énergie. Et donc tout ça explique pourquoi, lorsque les patients entreprennent un régime, eh bien, au départ, on arrive à perdre du poids très très vite avec une restriction calorique, puis cette perte de poids va se limiter du fait de la mise en place de tous ces mécanismes adaptatifs qui vont en fait lutter contre la perte de poids. Et généralement, au bout de 6 mois, on perd un peu l'adhérence du patient qui va finalement relâcher son régime, reprendre ses habitudes alimentaires précédentes. Et c'est ce qui explique les phases de rechute et la reprise pondérale qu'on observe. Et d'après certaines données, dans 95% des cas de patients qui ont suivi des régimes, eh bien finalement, les patients se retrouvent en situation d'échec dans le temps avec une rechute. Un autre point qui est très important, c'est la diminution ou la modification de la composition corporelle lorsque l'on perd du poids. Si vous avez un sujet en situation d'obésité qui va perdre 10 kg grâce à une prise en charge un peu intensive hygiéno-diététique, il faut bien avoir conscience que dans la majorité des cas, vous allez avoir une diminution à la fois du tissu adipeux, on va dire schématiquement, vous allez perdre 8 kg de tissu adipeux, mais si la prise en charge n'est pas adaptée et si le renforcement musculaire et la prise en charge d'activité physique n'est pas conjointe à cette restriction calorique, le patient va également perdre du muscle, moins 2 kg en moyenne pour une perte de 10 kg. Et que va-t-il se passer lorsque le patient va relâcher son régime et avoir tendance à reprendre du poids parce qu'il va réaugmenter tout simplement ses apports caloriques? Eh bien là, il va stocker essentiellement du gras et finalement, les 10 kg repris
seront 10 kg de masse grasse et malheureusement, la masse musculaire ne sera pas régénérée s'il n'y a pas une intervention spécifique pour maintenir la masse grasse. Et donc tout ceci nous conduit à ce que l'on connaît bien en matière de nutrition, c'est ce fameux effet yo-yo. Voilà, donc vous avez, pardon, l'animation n'a pas bien marché, mais vous voyez que les patients perdent du poids très facilement et puis avec le temps vont par séquence refaire des sessions de restriction calorique et avec le temps, ces restrictions caloriques sont moins efficaces. Pourquoi? Parce que le patient a accumulé de la masse grasse sans régénérer sa masse maigre et les patients nous le disent souvent, je ne comprends pas, avant je savais très bien comment faire, il suffisait que je m'y remette et je perdais facilement et là j'y arrive plus. Et c'est souvent dans ces situations-là qui sont référés dans les services spécialisés, ce qui est un peu dommage. Et je pense que du coup, quand on parle de prise en charge nutritionnelle et de perte de poids, il faut vraiment avoir à l'idée ces notions-là. L'expliquer aux patients, c'est difficile de perdre du poids. Il n'y a pas de solution magique, on ne peut pas attendre une perte de poids rapide et pérenne et surtout la prise en charge, elle se fait sur le long cours. L'obésité et le surpoids est une maladie métabolique chronique avec une tendance à la récidive spontanée qui nécessite une prise en charge sur le long cours. Donc comment faire pour accompagner les patients ? Les recommandations, et Maëva nous en a parlé, on a vu également l'effet bénéfique du régime méditerranéen qui est actuellement plébiscité, notamment pour la prise en charge des stéatopathies, avec une étude qui a été très souvent citée, c'est l'étude menée sur une population cubaine, 52 semaines d'intervention nutritionnelle par régime méditerranéen qui est basée principalement sur une diététique faite par des produits non transformés, une cuisine traditionnelle avec limitation des lipides et notamment des acides gras saturés et augmentation de la ration des acides gras non saturés et des polyphénols. Et vous voyez que les patients qui arrivent à perdre plus de 10% de leur poids ont une amélioration de la NASH, de la fibrose, de la stéatose. L'ennui, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que seulement 10% des sujets arrivent à atteindre ou à maintenir à 52 semaines cette perte de poids de 10%. Alors, il y a beaucoup de débats et vous voyez souvent même dans la presse généraliste des nouveaux régimes qui émergent, les régimes high fat, low carb, donc riches en graisse, pauvres en glucides, inversement des régimes plutôt pauvres en lipides et riches en glucides. Et ils ont été tous globalement étudiés dans des interventions nutritionnelles. Je n'ai pas le temps de toutes les détailler dans cette présentation, mais pour tous ceux que ça intéresse, c'est une revue qui a été réalisée l'année dernière par Anne-Loïke Järvinen, qui reprend toutes ces études nutritionnelles qui ont essayé d'évaluer quels sont les meilleurs types de régimes en fonction des proportions de macronutriments et de la proportion attribuée aux glucides et aux lipides. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ici, vous avez les études interventionnelles qui ont évalué en fait une prise en charge avec diminution des apports caloriques. Et en orange, vous avez les régimes riches en graisse, pauvres en glucides, ici, et en jaune, les régimes pauvres en graisse et riches en glucides. Et vous voyez que finalement, c'est l'hypocalorique qui compte. Les deux ont à peu près le même effet en termes de diminution de la graisse hépatique. Lorsque l'on se place dans des prises en charge plutôt isocaloriques, on ne modifie pas les apports caloriques journaliers, mais on va jouer simplement sur la composition des macronutriments. Là, clairement, c'est le régime low fat, high carb, donc pauvre en graisse, qui a le meilleur effet sur la stéatose hépatique. Donc toutes ces études, elles ont simplement étudié généralement la diminution de la graisse. C'est pas des études avec des biopsies du foie, c'est des études faites avec des marqueurs non invasifs et notamment généralement avec des IRM. Et quand on est dans des études de surnutrition, parce qu'effectivement les nutritionnistes parfois ont ces idées folles de faire des interventions nutritionnelles avec de l'hypercalorique, et bien là vous voyez que clairement, effectivement, on a une augmentation de la graisse hépatique, mais clairement beaucoup plus importante lorsque l'on est dans du high fat, low carb versus du pauvre en graisse, low fat, high carb. Et enfin, clairement, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que c'est la qualité des lipides qui va compter. Là, vous êtes sur, pareil, des études d'intervention hyperénergétique, donc de surnutrition. Vous voyez que les sujets à qui on propose une alimentation riche en acides gras saturés, ici en vert foncé,
ont une augmentation beaucoup plus importante de leur graisse hépatique, alors que l'augmentation de la graisse hépatique soumise à une alimentation riche en lipides, mais des lipides polyinsaturés, finalement, n'impactent pas tant que ça le statut hépatique. Donc les messages clés sur la prise en charge diététique, c'est limiter les acides gras saturés à moins de 10% des apports énergétiques totaux, favoriser l'augmentation des acides gras polyinsaturés et les oméga 3. Et en ce qui concerne la quantité de glucides, on préfère les diminuer un petit peu, mais en restant avec des valeurs aux alentours de 40 à 45% des apports énergétiques totaux, en limitant surtout tout ce qui peut être sucre ajouté dans la consommation des aliments. Alors, 2 mots sur le jeûne intermittent, très à la mode également, et je suis sûre que vos patients vous en parlent. Effectivement, il y a un rationnel physiopathologique assez intéressant en augmentant les périodes de jeûne sur le temps d'une journée, avec une augmentation, une mobilisation plus importante de la lipolyse au niveau du tissu adipeux, une diminution notamment de la lipogénase hépatique et une augmentation de la lipolyse hépatique qui favorise l'export des triglycérides en dehors du foie, avec également des voies de régulation sur le microbiote intestinal et d'autres voies de régulation intéressantes, notamment via les corps cétoniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a peu d'études, elles sont spécifiquement centrées sur la stéatopathie. Elles sont plutôt de durée courte, seulement 8 à 12 semaines, avec de faibles effectifs. Tous les effets bénéfiques du jeûne intermittent passent en fait par la restriction calorique induite par ce jeûne et une diminution de l'IMC, avec en corollaire une diminution de la stéatose hépatique et des scores non invasifs. Par contre, nous n'avons pas de données sur l'amélioration histologique. Est-ce que ça améliore la NASH? Est-ce que ça améliore la fibrose? On manque encore de données. Je vous montre cette étude qui a été publiée récemment dans JAP Report, qui est un essai randomisé en ouvert de 12 semaines d'intervention nutritionnelle chez des patients avec NAFLD, randomisés soit en prise en charge diététique standard, ici 24 patients, soit en jeûne intermittent ou avec une diète cétogène low carb high fat. Vous voyez que les apports d'hydrates de carbone étaient largement diminués à moins de 70% des apports alimentaires journaliers. Et finalement, ce qu'il faut en retenir, c'est que ce soit le jeûne intermittent ou le régime plutôt type cétogène, eh bien, on observe le même effet en termes de réduction de graisse hépatique que comparé un peu plus fort, effectivement, comparé à une diététique standard. Néanmoins, cette diminution de graisse, finalement, encore une fois, elle est corrélée à la perte de poids. En fait, on induit une diminution des apports caloriques totaux et les deux régimes ont une diminution similaire de 7,5 kg à peu près au bout de 12 semaines, alors que le régime standard n'avait permis de perdre que 2,6 kg. Donc finalement, ce qui va compter, c'est la perte de poids, quel que soit finalement le type de régime que l'on met en place. Alors pour finir, l'activité physique adaptée, là encore il y a un intérêt fort, ne serait-ce que comme je vous l'ai montré, pour améliorer la masse musculaire. Je vous présente ici une étude d'intervention sur 18 mois, pareil, qui compare plusieurs bras d'intervention nutritionnelle entre une diététique avec une diminution des lipides, plus ou moins activité physique, ou alors une diète méditerranéenne associée à une diminution plutôt des hydrates de carbone. On observe ce que je vous ai dit, une perte de poids rapide, une stagnation, une tendance à la reprise du poids qui semble être un peu moins importante lorsque les sujets sont dans les lignes en pointillés accompagnés par une activité physique, mais vous voyez que ce n'est pas non plus 100%, on reprend un peu de poids. Néanmoins, lorsque l'on regarde l'évolution ici sur la droite du tour de taille, là pour le coup, le bras avec activité physique a néanmoins changé sa composition corporelle et il semblerait en tout cas que le tour de taille retourne moins à son état antérieur en baseline. Et quand on poule tous ces patients et qu'on regarde le groupe avec ou sans activité physique en termes de diminution de la graisse intrahépatique, le groupe avec activité physique a perdu plus de graisse intrahépatique que le groupe sans activité physique, donc clairement un effet synergique et additionnel de l'activité physique sur le foie. L'activité physique également a un intérêt pour diminuer la mortalité hépatique et a tendance à atténuer le risque en lien avec l'obésité. Ici, c'est une étude épidémiologique menée sur les registres de santé américains, plus de 12 000 patients chez qui on a stratifié les sujets par rapport à leur statut
pondérales, les normopondéraux, IMC, je peux revenir en arrière ou pas, oui. IMC moins de 25, entre 30, plus de 30 et supérieur à 30 et plus de 30, 25 à 30, pardon, en surpoids et plus de 30. Et vous voyez que finalement, ceux qui ont un niveau d'activité physique le plus intense, en blanc, quel que soit l'IMC, ont finalement un risque de mortalité hépatique qui reste identique au sujet de référence, sans surpoids, avec un niveau d'activité physique fort. Mais bien entendu, la sédentarité et ceux qui bougent le moins vont avoir un pronostic beaucoup plus défavorable en association avec la survenue d'une obésité plus sévère. Et enfin, pour finir, une étude publiée récemment qui a étudié les bénéfices de l'activité physique indépendamment de la perte de poids chez des sujets japonais. 3 mois d'intervention, on laissait le choix au sujet, c'était des hommes avec une obésité sévère, IMC à plus de 40, entre rentrer dans un programme d'activité physique intensif ou bien rentrer dans un programme diététique sans accompagnement d'activité physique. Et donc cette étude nous a montré que dans le bras diététique, les patients perdaient environ 2,7% de leur poids et que dans le bras avec activité physique intensive, eh bien, on perdait bien plus en termes de mesures de CAP, mesurées par FibroScan. Et donc, cette étude estime que le bénéfice supplémentaire à la perte de poids serait de moins 9,5% de graisse hépatique. Et ils ont également pu montrer que cela impactait également l'élasticité ou l'élasticité hépatique mesurée par FibroScan. Donc, un bénéfice supplémentaire. Et même si le patient ne perd pas de poids, l'activité physique peut avoir un effet favorable sur le poids. En ce qui concerne les études histologiques, très peu d'études encore une fois, une seule étude bien menée d'intervention avec activité physique pendant 12 semaines chez des patients avec NAFLD et biopsie, avec une nouvelle biopsie à l'issue de l'intervention. Néanmoins, vous voyez qu'il y a une hétérogénéité dans la réponse histologique, mais de manière globale, on arrive à améliorer le stade de fibrose d'environ 1 stade chez 60% des patients. Et comme je vous le disais, la perte de poids reste finalement assez minime. Ces sujets ont perdu seulement 2 kilos durant l'intervention. Donc pour finir, quelles sont les recommandations? Il n'y a pas de recommandations très claires sur l'activité physique. Par contre, on peut se baser sur les recommandations en lien avec l'activité physique dans la prise en charge de l'obésité. Pour obtenir une perte de poids et du tissu adipeux, eh bien, il faut conseiller un entraînement. On reste sur les 150 à 200 minutes d'activité physique par semaine, plutôt de l'exercice en aérobie à intensité modérée. Ça, c'est un grade A. Si l'on veut conseiller à ces patients de l'activité physique un peu plus intense, il faut absolument faire attention à leur statut cardiovasculaire. On l'a vu, souvent ce sont des patients à plus haut risque cardiovasculaire, donc bien détecter le risque cardiovasculaire et faire un bilan cardiologique avant de les autoriser à faire de l'exercice intensif et bien prévenir les patients que la perte de poids attendue n'est néanmoins que modérée, 2 à 3 kilos, pour éviter les frustrations à la fois de la part du clinicien et du patient. Pour arriver à maintenir le poids, il peut être conseillé ensuite d'augmenter l'activité physique, mais là vous voyez que les évidences sont moins fortes, grade E. Et bien entendu, il faut veiller à préserver la masse corporelle maigre pendant la perte de poids avec un programme d'entraînement basé sur la résistance pour une intensité modérée à élevée. Donc pour conclure, la perte de poids reste le pilier de la prise en charge des stéatopathies, mais vous voyez que ce n'est pas facile. Il faut un accompagnement nutritionnel sur le long cours. Le régime méditerranéen reste celui qui est recommandé en veillant à limiter la qualité, en augmentant la qualité des lipides, limiter les acides gras saturés à moins de 10% des AET, augmenter les acides gras polyinsaturés. La quantité des glucides également doit être contrôlée en limitant les sucres ajoutés. L'activité physique a bien entendu un effet synergique de la diététique et donc va de pair, indispensable, et elle a des effets bénéfiques hépatiques au-delà de la perte de poids. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va débuter les questions. Peut-être Maëva et Loïc, si vous pouvez venir sur les slides. J'ai une première question concernant la nutrition et les régimes. Finalement, est-ce qu'il faut interdire à nos patients de débuter un régime sans faire d'activité physique? Puisqu'on voit que finalement ceux qui ne font pas d'activité physique reprennent du poids pour éviter l'effet yo-yo. Et la deuxième question, on a l'impression que la perte de poids initiale
finalement déclenche des éléments qui vont entraîner une reprise pondérale, la satiété, etc. Est-ce que c'est pas lié à une perte pondérale trop rapide? Est-ce qu'il faut l'étaler dans le temps? Oui, merci pour ces questions. Donc la première, c'était est-ce qu'on interdit aux patients de faire un régime s'il ne fait pas d'activité physique? Non, est-ce qu'il faut faire les deux et s'ils ne font pas les deux, il ne faut pas faire, c'est ça? Non, donc effectivement, il faut rester pragmatique. Ça dépend aussi du niveau et de la condition physique du patient. Enfin, moi, je viens d'un service où on voit des patients avec des obésités très sévères, donc évidemment, c'est pas forcément les mêmes patients qui sont vus dans les consultations des pathologies, mais l'essentiel, c'est de commencer par quelque chose. Il faut simplement bien prendre le temps d'expliquer que les deux vont de pair. Parfois, on a quand même des sujets qui ont besoin avant tout de perdre quelques kilos pour ensuite envisager de pouvoir se remettre à l'activité physique. Et encore une fois, l'activité physique, encore bien expliqué qu'on ne parle pas là forcément de sport, mais tout simplement de se remettre en mouvement. Donc ne serait-ce que augmenter son nombre de pas, marcher plus, reprendre les escaliers petit à petit, enfin tout ça, ça paraît être des choses très faibles, minimes, mais néanmoins, quelle que soit l'augmentation de l'activité physique qui sera faite et de la lutte contre la sédentarité, va avoir un effet bénéfique et synergique sur les prises en charge nutritionnelles. Et la deuxième question, c'était la vitesse de perte de poids. Ouais, effectivement, ça c'est effectivement clé. Quand on perd du poids trop vite, c'est tout simplement parce qu'on est dans une restriction calorique trop importante. Les nutritionnistes, généralement, nous n'aimons pas parler de régime. Pour cette raison-là, on préfère parler de rééquilibrage alimentaire, déjà de cibler quelles sont les erreurs alimentaires faites qui conduisent à un excès calorique journalier et d'arriver petit à petit à rediminuer les apports caloriques sans viser une restriction trop importante. Ce sera beaucoup plus pertinent pour éviter ces effets yo-yo. Néanmoins, pareil, il faut un accompagnement des patients pour les prévenir. Généralement, ce que je leur dis, c'est que les kilos se sont accumulés avec les années et qu'ils vont disparaître avec du temps. On ne peut pas espérer claquer des doigts et perdre en quelques mois l'ensemble des kilos qu'on a en trop. Et donc, s'il faut vraiment un accompagnement, fixer des objectifs tenables et atteignables et éviter d'être dans la culpabilisation, la frustration. Si le patient n'atteint pas ses objectifs, c'est pas grave, on continue à l'encourager, mais vraiment attention à cette idée qu'on a de vite, il faut améliorer les choses, il faut perdre du poids, c'est impossible. Et en fait, effectivement, on est plus délétère que bénéfique. Juste toujours pour le régime, moi, mes patients, ils me disent, je leur dis de ne pas manger trop de fromage, de charcuterie, tout ça, donc la base, et donc ils me disent, moi, je mange rien, et pourtant, je perds pas de poids et tout ça. Et la deuxième, et donc, en fait, quand tu nous dis baisse des acides gras saturés à moins de 10% et augmentation des polyinsaturés oméga 3, premièrement, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on les adresse à une nutritionniste ou un médecin nutritionniste? Et en pratique, ça veut dire quoi en message simple, ce qu'on doit dire à nos malades? Toi, tu leur dis quoi en fait? Alors, du coup, effectivement, ce que tu dis, c'est bien, c'est-à-dire cibler les apports de graisses saturées, donc essayer déjà de comprendre comment ils se comportent. Après, les sensibiliser aussi sur tout ce qui est produits transformés, les plats cuisinés qui sont souvent plus riches en graisse et en sucre et en glucides que les plats non cuisinés. Et les boissons sucrées. Énormément aussi souvent d'écarts alimentaires se font sur ces glucides cachés ou les apports. Et après, effectivement, c'est un métier, c'est-à-dire qu'au moins une fois, rencontrer une diététicienne qui va prendre une heure de consultation diététique bien faite au début pour faire un recueil alimentaire, cibler les erreurs et fixer des objectifs un peu plus précis, me paraît pertinent. Après, on sait malheureusement que le problème, c'est que ce sont des prises en charge efficaces, mais pas encore assez bien remboursées. Mais je pense qu'une consultation diététique au moins une fois pour un patient pourrait quand même être bénéfique. Ok. Moi, j'ai une autre question pour le professeur Petit. Vous nous avez parlé de la mesure du glucose interstitiel. Donc, on continue, c'est le patch qu'on doit mettre. En pratique, c'est le médecin traitant qui peut faire ça, c'est l'endocrinologue qui doit faire ça. Nous, on pourrait prescrire ça, ou on n'a pas le droit. Comment on fait en pratique? Oui, alors ce dispositif, il est remboursé quand on l'utilise chez des patients diabétiques qui sont sous insuline avec 3 injections par jour. Mais il existe un deuxième dispositif qui s'appelle le Freestyle Libre Pro, qui est un dispositif qui ne se met qu'une fois, c'est-à-dire que le patient est à l'aveugle, il ne voit pas les chiffres,
Et ça, par contre, ça n'est pas remboursé. Mais par contre, dans les services hospitaliers, par exemple de diabétologie, c'est un outil qu'on a et qu'on peut effectivement mettre aux patients, et on le met très régulièrement. Ça prend 2 minutes de le mettre sur le bras, ils s'en vont, ils peuvent le renvoyer par la poste ou ils peuvent revenir. On a un petit appareil qui va scanner jours d'utilisation et de glycémie en permanence, de glycémie interstitielle. Alors c'est vrai que ça n'est pas pris en charge, mais par contre dans les services hospitaliers, c'est un outil qu'on utilise et donc ce qui va être intégré à la consultation. Mais les médecins généralistes ne l'ont pas par contre, pour l'instant. Et est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût? Le coût du capteur, c'est 50 €. Merci. Le coût du capteur, 50 €. J'avais une question concernant le dépistage du diabète chez les patients cirrhotiques. Est-ce qu'il faut le refaire et le répéter dans le temps dans l'évolution de la cirrhose et si oui, est-ce qu'on a des données sur le rythme qu'il faut sur le dépistage du diabète de cette façon-là, puisqu'on a vu que les autres méthodes classiques n'étaient pas forcément fiables? Alors déjà, je crois que les premières diapositives, malheureusement, ne sont pas passées. Alors, je voudrais juste rappeler ce que je disais en préambule, c'est que la plupart des études montrent que vous allez retrouver une proportion de patients diabétiques dans votre population de patients cirrhotiques qui est de l'ordre de 35 à 40%. Et c'est vrai que la glycémie à jeun n'est pas très fiable, notamment quand il commence à avoir des fonctions. C'est vrai que le principe de faire au moins une glycémie annuelle, même si on a vu que ce n'est pas l'examen le plus performant, mais le faire au moins une fois par an, ça me paraît tout à fait justifié. Après, la charge en glucose, c'est un peu plus compliqué. Je dirais que là, ça va dépendre aussi un petit peu du niveau d'atteinte hépatique. Hein. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, si votre patient est Child A, une glycémie à jeun, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire d'autres examens. Par contre, effectivement, si hépatique un peu plus altérée, je pense que là, il devra faire une charge en glucose. Alors là, le rythme, et c'est un peu difficile à préciser, ça dépend si la situation clinique s'est un peu modifiée. Mais en tout cas, je dirais que faire une glycémie à jeun de façon annuelle, c'est le minimum. Oui, c'est tout à fait justifié. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être concernant un sujet ou un autre? J'ai une question pour Maëva sur la place de la quantification de la stéatose avec le CAP. Tu n'en as pas parlé. Est-ce que ça a une place ou c'est juste descriptif? J'en ai pas parlé parce que il n'est pas recommandé de quantifier la stéatose dans la mesure où ça n'a pas d'intérêt clinique prouvé. Donc les méthodes, c'était le CAP qui est implémenté sur le FibroScan avec un seuil autour de 275. Et puis après, c'est l'écho en fait qui reste l'examen de première intention pour la détection de la stéatose. Après, l'IRM, c'est la méthode de référence la meilleure pour la détection et la quantification. Voilà. Et après, il y a les scores de stéatose dont qu'on ne réserve que pour les études épidémiologiques, pour le dépistage dans une population générale. Loïc, avant que tu t'endormes, finalement, avant de t'adresser à un patient, qu'est-ce qu'on fait? On fait directement un score calcique. Est-ce que ça te fera gagner du temps? Et deuxièmement, tu nous as parlé beaucoup de cœur et pas beaucoup de vaisseaux. Est-ce qu'il y a des données sur le dépistage, notamment au niveau des troncs supra-aortiques, parce qu'ils ont également des événements au niveau neurologique? Est-ce qu'il y a des choses aussi à dépister, des données sur ça? Ouais, donc dans les recommandations, ils disent que on peut faire du score calcique en première intention. Si on ne peut pas faire de score calcique, on fait une épaisseur intima média en Doppler. Pardon. Donc si on ne peut pas faire de score calcique, on peut faire une épaisseur intima média, en sachant que ce sera toujours le même problème. C'est un Doppler carotidien, et en fait c'est la mesure de l'épaisseur de l'intima et de l'épaisseur de la média. Et en gros, vu que les plaques d'athérome sont intimales, plus l'épaisseur de l'intima est importante comparativement à l'épaisseur de la média, plus le risque augmente. C'est foireux. Mais si on ne peut pas faire de score calcique, on peut faire l'épaisseur intima média. Ouais. Moi, j'ai une question. Quelqu'un m'avait interpellé sur le score calcique en me disant, je crois que c'était un médecin généraliste, en me disant que c'était pas remboursé. Que c'était remboursé que dans certaines indications. Est-ce que tu as cette notion-là ou pas?
Je crois que les radiologues en libéral, ils trichent, ils codent des coroscan. Non, sans déconner. Et ouais. Pardon? Sans injection, je crois que nous, ils codent des coroscan. Pas le dire, j'aurais peut-être pas dû le dire. J'ai une question toujours sur le score calcique. Est-ce qu'on a des données séquentielles? Est-ce que nous, on fait des fibroscans, par exemple, tous les 3 à 5 ans? Est-ce qu'on regarde, c'est un paramètre qui peut suivre dans le temps? Et est-ce que par exemple, l'utilisation des statines, on a des données qui montrent que ce score, il progresse moins ou pas du tout? Alors, il y a des données sur l'évolution spontanée du score calcique. Donc, sur les scores calciques séquentiels, en fait, quand ça progresse, ça veut dire qu'il y a une athéromatose qui est active. Et donc, c'est corrélé à un surrisque d'événements. Et ça a été publié il y a quelques années. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait en pratique. Mais clairement, vu que c'est un reflet de l'athérome, si le score calcique progresse, ça veut dire que l'athérosclérose est inflammatoire, qu'elle progresse, et donc le risque de rupture de plaques sur des plaques jeunes augmente. Et ensuite, ce qui avait été publié, c'était à 1 an. Et je me souviens plus, c'était 15% d'incrément du score calcique et le risque augmentait de manière stratosphérique, quoi. Et pour ce qui est des statines, il y a une progression du score calcique sous statine, puisqu'en fait, la calcification qu'on voit en score calcique, c'est des plaques qui ont vieilli, qui sont stabilisées, et ce qui est le rôle des statines. Les statines, ça stabilise les plaques, donc ça les fait vieillir prématurément, ça les vide de leur corps lipidique, et ça augmente les calcifications de plaques. Donc il y a une augmentation du score calcique sous statine, mais ce qui n'est pas une augmentation du risque, ce qui est juste le témoin des stabilisations de plaques. Patrick, tu as une question? Oui, j'ai 2 questions. Est-ce qu'il faut faire un score calcique à tout le monde à partir d'un certain âge, donc du dépistage, sans facteur de risque, ou est-ce qu'il faut se réserver aux facteurs de risque? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des faux positifs du score calcique? Nous, on ne le fait pas à titre systématique chez tout le monde, on le fait à des patients à risque modéré, donc généralement au moins 1 ou 2 facteurs de risque, en sachant qu'il y a clairement des surprises, et on a notamment des surprises chez des patients qui ont une hérédité vasculaire, où l'on se retrouve avec des patients qui ont 0 facteur de risque, une hérédité, qui ont des scores calciques qui pètent le plafond. Donc j'aurais tendance à penser qu'il faut le faire de manière super large. Initialement, ça avait été énormément fait par les assureurs américains, qui, avant d'accorder une assurance ou pas, ils faisaient un score calcique. Et quand on regarde les études, il y a eu des surprises avec des patients qui n'ont pas de facteur de risque et qui ont un athérome évolué. Et la deuxième question, pardon? Ah non, il n'y a pas de faux positifs. Non, par contre, il peut y avoir des faux négatifs. Enfin, ça ne sera jamais des faux négatifs en termes d'examen. C'est juste qu'il peut y avoir des patients qui ont un score calcique nul et un athérome. Typiquement, les patients qui ont des hypercholestérolémies familiales, ils ont des taux de LDL super élevés et ils n'ont que des plaques molles qui ne sont absolument pas calcifiées. Donc, on peut parfaitement avoir des patients qui ont des événements coronaires avec un score calcique nul. Mais c'est rare, et chez les patients qui ont une hypercholestérolémie familiale, on ne fait pas de score calcique, on fait un coroscan. Voilà. J'avais encore une question sur le score calcique. Juste dans nos recommandations de diabéto, on interprète le score en fonction de l'âge, justement parce que plus on est jeune, moins on a même s'il y a une plaque, le temps qu'elle se calcifie, ce sera plus long. Donc, est-ce que vous différenciez aussi vos seuils en dehors du diabète en fonction de l'âge? Quel seuil vous utilisez pour une intervention? Nous, en fait, on est un peu bête, quoi. C'est-à-dire qu'on utilise le score calcique juste en fonction du score, indépendamment de l'âge. Et en pratique, dès qu'il y a un score à plus de 100, on met des statines et on fait un test d'ischémie. Et même si clairement, un patient à 80 ans, il aura un score calcique élevé, c'est physiologique, on a la même attitude, en fait. Est-ce que tu peux juste nous dire en pratique, si nous, on voit un patient NASH, on trouve une dyslipidémie, quelle statine on met? À quelle dose? En pratique. La seule qui est... Quelle labostatine t'as invité en congrès dernièrement? J'avais fait une fois la biblio. La seule qui a été vraiment étudiée en prévention primaire et qui a montré un bénéfice clair, c'est la Prava 40. Donc après, c'est pas celle qui induit le plus de réduction de LDL. Ouais, pardon, Pravastatine 40. Et après, c'est pas celle qui induit la plus grosse réduction de LDL. Moi, souvent, j'ai tendance à utiliser les associations de statine et des étimibes parce que c'est si... Ouais, parce qu'on tape fort. Et les recommandations, là, maintenant, ils disent 0,7 sur le haut risque. Donc, ouais.
Une question. J'avais une question par rapport à ça justement. Est-ce qu'on peut toujours utiliser les recommandations de l'HAS sur le bon usage des statines? Ou est-ce que c'est devenu obsolète? Alors, les recommandations HAS, je crois qu'elles ont été abrogées quand il y avait cette histoire de conflit d'intérêts là, avec les statines, avec l'histoire de Philippe Evin et tout là. Et je crois qu'il y a un type qui avait écrit les recommandations françaises qui avait des conflits d'intérêts avec les boîtes des statines et du coup ils ont abrogé les recommandations. Et en fait ce qui est marrant c'est que c'est des recommandations qui n'étaient pas très agressives parce que l'hypercholestérolémie c'était 1,60, c'était 2,20 je crois, l'hypercholestérolémie c'était 1,60 et ensuite on traitait en partant de 2,20 et on enlevait 0,3 par facteur de risque. Genre un type qui a 2 facteurs de risque cardiovasculaire, on traitait 1,60. Et du coup ces recommandations ont été abrogées et du coup on s'est mis à traiter en fonction des recommandations européennes qui pour le coup sont hyper agressives. Donc nous on utilise les recommandations européennes. J'ai une question pratique sur l'activité physique. Comment on la prescrit? Ah, je l'attendais celle-là. Comment on l'a prescrit? Il y a un guide de l'HAS effectivement qui vient de sortir, qui a été avec des recommandations là toutes récentes de juillet 2022. Elle nécessite d'abord d'évaluer le degré d'autonomie du patient et ensuite elle classe sur 4 niveaux en fait de prise en charge. Le niveau 1, c'est clairement des patients qui ont besoin de rééducation, qui ne sont pas autonomes, pas valides. Donc, ce sera vraiment réservé à une classe de patients qui a besoin de prise en charge intensive et en milieu très spécialisé. Niveau 2, c'est globalement des patients qui vont justement relever, qui ont besoin d'aide et d'accompagnement avec un coaching, donc avec une activité physique adaptée recommandée, donc des séances 2 fois par semaine avec des éducateurs d'activité physique adaptée ou des kinésithérapeutes. Et ensuite, on passe niveau 3, sport et santé, c'est-à-dire je suis capable de faire de l'activité physique et du sport, j'ai besoin d'un peu d'accompagnement pour me fixer mes objectifs. Et niveau 4, je suis capable tout seul de me prendre en charge. Donc après, comment on fait en pratique, c'est encore assez flou. Il faut néanmoins s'appuyer sur les structures d'activité physique adaptées. Et donc, il y a des recommandations claires qui correspondent à peu près à ce qu'on fait dans la prise en charge de l'obésité, c'est-à-dire évaluer le degré de capacité d'autonomie du patient, attention, comme je vous le disais, aux facteurs de risque cardiovasculaire et à bien proposer une évaluation cardiaque avant de prescrire l'activité physique adaptée si besoin. Et puis après, normalement, les relais sont sur des structures avec un annuaire en ligne disponible sur un site internet où on peut référer les patients. Après, la prescription n'inclut pas forcément remboursement. Et c'est là aussi où, du coup, pour l'instant, c'est pas encore très clair. C'est en train de bouger. Il semblerait que ce soit plutôt réservé à certaines pathologies en ALD pour l'instant. Et quand on fait la liste qui est parue sur l'HAS pour la prescription de l'activité physique adaptée, malheureusement, les stéatopathies et la NAFLD n'est pas présente. En revanche, l'obésité, le surpoids chez l'adulte et le diabète de type 2 est présent. Donc, je pense qu'on arrivera à, du coup, par ce biais-là, quand même faire bénéficier aux patients avec NAFLD, la majorité d'entre eux en tout cas, à de l'activité physique adaptée. Merci beaucoup. On va arrêter les questions parce qu'on est un peu limite sur le temps. Merci à tous les intervenants pour les présentations. Et merci beaucoup au professeur Petit qui était avec nous en distanciel. Merci pour la présentation et d'avoir pu vous libérer pour répondre aux questions.